Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. S'éteindre dans la dignité. Voilà en quelque sorte la devise de la maison de soins palliatifs de Rouyn-Noranda. Alors j'en discute avec la directrice générale de cette maison, Mme Guylaine Bruno. Mme Bruno, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Bruno. C'était et c'est encore important de faire connaître cette maison-là, parce qu'il n'y a pas bien de décennies passées, on n'avait pas ça. Disons que mourir dans la dignité ou s'éteindre dans la dignité, on avait de la misère à mettre ce mot-là, parce que je ne dis pas que ces personnes-là étaient laissées à elles-mêmes, non. Sauf qu'aujourd'hui, on les encadre, on les entoure beaucoup mieux. Et mourir dans la dignité, c'est vraiment important. Moi, j'aimerais, Mme Bruno, que l'on parle... si on parlait de cette maison-là, à Rouyn, c'est quoi exactement? C'est une magnifique maison sur le bord de l'eau. On est situé au bord du lac Ossisco. On est tout entouré de boisés, de nature, d'un calme. C'est une maison dont il y a 6 lits pour recevoir les malades en phase terminale. Et on leur donne... ce qui n'est pas possible de recevoir chez eux. Ils veulent mourir à domicile, mais nous, on leur offre un milieu qui est familial, qui est chaleureux comme une maison. C'est pas leur chez eux, mais ils en font leur chez eux. C'est pas leur chez eux, et je ne veux pas dénigrer l'hôpital non plus, et loin de là, mais ce n'est pas l'hôpital non plus. Non, c'est important, parce que l'hôpital, c'est du curatif. On court, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Il n'y a pas de place pour les familles. Nous, notre maison, elle a été créée pour avoir une ambiance qu'on vous reçoit dans le salon. Le salon, ça devient votre salon, le temps que votre parent est là, votre proche, peu importe. Alors, ils ont de la place. Il y a un lit dans la chambre si on veut accompagner le malade. Alors, c'est important. Oui, parce qu'on va en parler plus en détail tantôt, de l'aspect familial qui est très important. On va revenir tantôt sur ça. Madame Bruno, s'éteindre dans la dignité, c'est important. C'est majeur. C'est majeur parce que tout être humain a droit à un respect de ce qu'il est, de ce qu'il a été, et puis de ce qu'il veut laisser aussi après sa mort. Alors, c'est un cheminement, et la dignité, vous savez, c'est dans les petites choses comme marcher, être capable de garder son autonomie jusqu'à la fin, d'être capable d'avoir un soulagement de ses souffrances, d'être capable de garder ses valeurs morales, spirituelles, tout en fin de vie. Alors, c'est majeur dans la dignité. C'est respecter l'être qu'on est au complet. Parce que toute notre vie, on a essayé de montrer aux gens que nous sommes dignes. Oui. Puis, qu'on s'éteigne dans la dignité, je pense que ça revient bien à ce moment-là. On a été digne, alors on veut mourir dans la dignité parce qu'on l'a été. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... Quand j'ai vu ça, moi, une maison pour s'éteindre dans la dignité, j'ai accroché là-dessus tout de suite. J'ai dit, eux autres, là, cette maison-là a un rôle primordial à faire dans la fin des jours d'un être humain, autrement dit. Oui, c'est important parce que notre corps, il nous abandonne. Hein? Oui, exactement. On va passer outre le corps. Je dis aux gens que vous êtes beaux, quelle belle sérénité, quelle belle plénitude. Ben non, je peux pas être belle, je peux pas être beau, je suis toute décharnée. Non, c'est au-delà de ça, et c'est ce qu'on veut préserver, c'est ça la dignité de l'âme. Vous avez un concept extraordinaire, Mme Bruno, puis j'aime ça, vous entendre dire ça, parce que ça va chercher dans le fond de l'être humain. Puis, cette maison-là veut que celle qui va s'éteindre, mais qu'elle s'éteigne, qu'elle demeure digne jusqu'à son dernier souffle, autrement dit. Oui, et c'est important dans toutes les sens. C'est ce que je disais tantôt, physique, psychique, spirituel. Alors nous, on en prend soin quand il nous arrive. On en prend soin comme la prunelle de nos yeux. On s'arrange toujours pour les mettre en beauté, pour profiter des moments. Ce qu'ils veulent eux, parce que c'est eux autres les patrons. Oui. Et quand ils décèdent, là, vous savez, on a un processus de mise en valeur pour être beau jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on en prend soin, même s'ils sont décédés, pour nous, ils sont encore des êtres humains, ils méritent la dignité. Oui. Alors, on les met très beaux et les gens
peuvent rester auprès d'eux dans la chambre. C'est extraordinaire à ce moment-là. C'est vraiment important. Un privilège. Puis, c'est ça. Vous avez touché un aspect tantôt que j'aimerais revenir, Madame Bruno, parce qu'on dit que vous offrez un milieu de vie familial chaleureux aux malades en phase terminale. Le mot familial, on veut mourir dans la dignité, mais on veut mourir entouré des siens. D'où l'aspect familial qui entre en ligne de compte. Et je pense que la maison en tient compte énormément de cet aspect-là. C'est majeur. Alors, nous, on a beau être gentils, fins, professionnels, très adéquats pour entourer, mais on n'est pas le cœur de ces gens-là. C'est vrai. Alors, la famille, c'est le cœur, c'est ceux qu'on a aimés, c'est ceux avec qui on a partagé nos peines, nos joies, avec lesquels on a grandi. On est entouré, les petits-enfants, les enfants, peu importe l'âge à lequel les gens viennent à la maison de soins palliatifs. Alors, si on n'a pas la famille, on n'a pas le noyau, la personne, notre malade est malheureux. C'est vrai. Nous, notre objectif, c'est dans la dignité et dans le bonheur autant que ça se peut. Là. Tous les petits bonheurs, on les prend. Alors, la famille en fait partie. Alors, on prend soin de ceux qui partent, mais de ceux qui restent. Alors, ceux qui restent, c'est ceux qui sont là. Oui, alors, on les dorlote eux autres aussi. On leur donne un endroit pour aller, qu'ils ne se sentent pas trop. Exactement. Je pense que je vous écoute parler, puis je pense que le seul regret que vous pouvez avoir et qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a que 6 chambres. Tout simplement. Je suis persuadé, mais on est mieux en avoir 6, oui. Puis bien encadré, ces 6 personnes-là, oui. que d'en avoir 25, puis être obligé d'en délaisser la moitié parce que le temps manque, les budgets manquent, etc. Oui. On peut sortir 50 000 raisons à ce moment-là. Donc, mieux vaut en avoir moins, mais d'en prendre soin comme vous le faites si bien actuellement. Oui. On va parler des services, Madame Bruno. Est-ce que ces services-là sont gratuits et qu'est-ce que le patient doit payer? C'est gratuit. C'est vraiment, le malade, il est logé, il est nourri et il est soigné. Tous les soins médicaux sont gratuits. La seule chose que les malades ont à payer, c'est comme à la maison, leurs médicaments. Okay. Parce que c'est un budget normal. Qui est énorme. Oui. Alors, tout ce qui est payé par la RAMQ, c'est payé avec ça. On a aussi des médicaments d'exception qui sont payés quand les gens sont atteints de cancer. Alors, on fait toutes ces demandes-là pour minimiser les coûts aux gens. Et c'est certain qu'on a parfois des dons des malades qui sont décédés. On va récupérer cette médication-là pour éviter le gaspillage, éviter que ça coûte cher. Oui. Alors, c'est vraiment gratuit. Donc, vous remplacez la maison. On peut dire ça. Vous remplacez la maison dans le sens que le malade s'en va chez vous, mais seulement ce sont les mêmes habitudes, la famille est présente, les médicaments sont là, etc. Sauf que cette personne-là s'en vient dans votre établissement à vous autres, mais seulement ça demeure à 99,9% le même état, le même roulement, absolument, ou à peu près. Absolument, parce qu'on respecte l'horaire du malade. Si nous, on s'adapte au malade. Alors, le malade, s'il veut manger son déjeuner à 9 h, c'est à 9 h. S'il veut manger à midi, c'est à midi. Si c'était un oiseau nu, puis il dort le jour, puis c'est le soir qui vit, on s'adapte toujours. Ça, et si important. On a 6 malades, on peut avoir 6 menus différents. Okay. Parce qu'il y en a un qui est capable de manger un steak, l'autre, non. Alors, on s'adapte à tout ça et on s'adapte aux familles aussi qui n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. Alors ça, c'est majeur et c'est ce qui fait que ça rend la maison si confortable pour eux. Et aussi, je vous dirais que l'anxiété tombe parce qu'ils savent entourer d'une équipe médicale, mais c'est pas le médical qui prend toute la place. On est là, on donne la médication en bon temps, on va réajuster, mais la famille, elle peut devenir l'accompagnant. Au lieu d'être le cuisinier, le laveur, recevoir la visite, faire le ménage à la maison, soignant, etc., etc. À la maison de soins, ils deviennent l'accompagnant, le mari, l'enfant. C'est pas pareil. Alors, c'est vraiment bien, c'est que vous adaptez. Oui, c'est important. À la personne malade. C'est ça qui est... À 99% ailleurs, ce n'est pas ça. C'est que le malade doit s'adapter aux conditions de vie de l'établissement. Mais chez vous, c'est le contraire. Donc, c'est vous autres qui, comme vous l'avez si bien dit, cette personne-là ne mange pas à 6 heures du matin, elle mange à 8 heures. Donc, on va lui faire son déjeuner à 8 heures. Oui. C'est pour ça que cette personne-là se sent vraiment chez elle. Absolument. À ce moment-là. C'est vraiment extraordinaire, Madame Bruno.
On va parler d'une campagne de financement parce que c'est sûr qu'il y a des budgets à respecter. Vous avez des budgets du gouvernement aussi, mais on n'entrera pas dans ça. Vous allez faire une campagne de financement qui devient essentielle. Vous allez faire du porte-à-porte. Vous avez un objectif qui est de combien et pourquoi cette campagne de financement? Bien, nous, notre budget avec le gouvernement, sans entrer dans tous les détails, c'est quand même 50 de notre budget. Okay. Alors, ce qui veut dire qu'il faut vraiment aller dans le public pour combler nos 50 manquants. Alors, ça nous prend des grandes activités de financement, dont le Salon des vins. Ah oui? Oui, le Salon des vins est organisé avec la SAQ et Jeunesse Saint-Michel. On fait un partenariat. On a aussi le golf qui est avec Québécois Sun Life. Ce sont des gros à l'été, oui, des gros. Oui. On a aussi le porte-à-porte qui est en coprésidence avec le groupe Paquin qui ont accepté cette année et la Banque nationale. Et là, il va y en avoir une toute nouvelle qui a commencé l'année passée, la randonnée des réfléchis. C'est des gens qui font de la moto et c'est régional et qui ont décidé d'amasser pour les 3 maisons de soins palliatifs. Alors, c'est extraordinaire. Nous, on a besoin vraiment d'aller chercher ces sous-là pour garder la gratuité des soins, la qualité de nos soins. Vous savez, on a un agrément à respecter pour le ministère. Alors, il faut répondre à des critères pour avoir notre financement. Ça va bien. OK. C'est important. C'est bien. Alors, c'est pour ça qu'on fait comme le porte-à-porte. On avait l'objectif de 80 000 et on l'a dépassé. J'en suis persuadé. La communauté est très, très généreuse. Dites-moi une chose, Madame Bruno, juste une question comme ça qui n'était pas prévue, mais quand même. Cette maison-là est à Rouyn-Noranda. Oui. Si une personne de l'Abitibi-Ouest, disons, tiens, voudrait aller finir ses jours, comme on dit, dans la dignité, aller s'éteindre dans la dignité à Rouyn-Noranda, est-ce qu'elle peut le faire ou si c'est uniquement centré sur Rouyn-Noranda? La priorité est la MRC de Rouyn-Noranda, évidemment. Parce que toutes nos campagnes de financement, c'est principalement toutes ces villes-là qui sont touchées, la MRC de Rouyn-Noranda. Cependant, si vous avez des parents, si vous avez des enfants qui sont tous à Rouyn, mais vous êtes à Amos, on peut accepter. Il n'y a pas de problème. Si on a des lits disponibles. Puis, ça peut être de Saint-Jérôme, ça peut être de Ville-Marie, ça peut être de La Sarre. On en a eu un petit peu partout. On n'est pas fermé du tout, au contraire. Vous n'êtes pas fermé à ça. Oui. Également, vous profitez du soutien d'une équipe qui est composée d'une infirmière, auxiliaire familiale et bénévole. C'est primordial. C'est primordial. Il faut être bien organisé. Ce sont de grands malades. On dit qu'on a juste 6 lits, mais 6 lits, vous saurez qu'on roule tempête. Sûrement. C'est beaucoup de soins. C'est beaucoup de réajustement de médication. Alors, on a une infirmière en permanence ou une infirmière auxiliaire, une auxiliaire familiale qui est comme un préposé aux bénéficiaires, si vous voulez, et une bénévole. Alors, ça, c'est 2 jours de soir. De nuit, on met 2 personnes. Si on a pour des raisons X, des besoins plus grands, on peut demander à des bénévoles de venir faire des gardes de nuit. Par exemple, pour un malade qui ferait de l'errance et qu'on aurait besoin de plus de surveillance pour aider la famille qui devient épuisée. Il y a le centre de santé également qui peut assurer une couverture médicale à ce moment-là. Nous, on a toujours, chaque malade a son médecin traitant. On a une petite liste séquentielle. Aussitôt que le malade n'a pas de médecin traitant, on y en trouve un. Et il y a la garde externe qui est faite avec le réseau de la santé. On a un excellent partenariat avec le réseau de la santé. On fait beaucoup de préadmission avec le CLSC, l'hôpital, en tout cas. C'est ça que je voulais en venir, c'est que la relation, elle est excellente entre le centre de santé et votre maison. Et c'est primordial. C'est d'une importance capitale à ce moment-là pour le patient, surtout parce qu'on pense tout le temps patient. Notre objectif, c'est de le soigner, qu'il ne se retrouve pas entre 2 chaises. Voilà. Et de cette façon-là, en faisant des préadmissions qu'on appelle, on ouvre le dossier, et quand la personne est vraiment dans le pronostic du moins de 3 mois, parce que nos critères, c'est ça, maladie incurable, pronostic de moins de 3 mois, que la personne veuille venir, eh bien, nous, on prépare les dossiers, et si ça arrive une fin de semaine, eh bien, on est capable de faire face à la musique vite, et d'admettre la personne pour lui éviter d'aller à l'urgence et tout le processus, etc. Vous avez 6 chambres avec lit pliant pour la famille qui veut toujours être près du patient. Vous avez, ce sont des visites 24 heures sur 24 à ce moment-là. Oui. Ça veut dire que chez vous, c'est ouvert, tout simplement. C'est toujours ouvert.
toujours ouvert. La famille est toujours la bienvenue. On leur demande de faire des horaires pour se protéger, eux, pour pas qu'ils deviennent tous épuisés. Oh oui, mais s'il y a des petits bébés, on s'entend. Si on a un cas d'infection, on va avertir la famille. Vous n'allez pas dans telle zone, on va respecter toutes les techniques. On n'a pas le choix, parce que sinon, on rendrait malade tout le monde. Exactement. Sinon, du petit bébé à n'importe quel âge sont les bienvenus à la maison de soins et on va s'organiser pour qu'ils soient bien. Alors, c'est primordial, ici, je l'ai encore souligné, c'est qu'on veut que chaque malade se sente chez lui et que chaque membre de la famille se sente impliqué dans ce processus. C'est important. C'est la base de la maison. La priorité, c'est le malade. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qui le rend heureux? C'est un moment de privilège, hein, d'accompagner les gens. C'est un privilège, exactement. Et vous donnez ce privilège-là à la famille. Oui. Ça, c'est important. Et la famille nous donne le privilège d'accompagner ceux qu'ils aiment le plus au monde. Alors, regardez, on se prépare de plus beaux métiers, une plus belle maison. Exactement. En 8 ans, vous avez reçu 600 malades, c'est beaucoup? Oui, au-dessus de 600. Au-dessus de 600 malades. Ah, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Juste une question en terminant, Madame Bruno. Comment on fait un choix s'il y a plus de patients que de lits? Oui, ça, c'est difficile et c'est la partie qu'on aime le moins. Cependant, on va y aller avec le pronostic le plus réservé. Okay. Alors, si la personne est vraiment en phase terminale et qu'il lui reste une semaine de vie, et que l'autre personne, elle lui en reste à peu près 2 mois. On n'a pas de boule de cristal. Non, je comprends. Je comprends. Mais on va y aller avec ça. C'est aussi les gens qui sont à domicile. On regarde beaucoup parce que les gens à domicile, ça devient plus en détresse que quand ils sont entourés d'une équipe médicale. Ça aussi, ça joue. Alors, il y a plusieurs critères. On est un comité d'admission dont on a un médecin, une coordonnatrice de soins. Et là, on prend les décisions en fonction de ça. Mais c'est toujours déchirant. Ça ne doit pas être facile. Et parfois, on ne peut pas recevoir toutes les demandes. Effectivement, il y en a qui vont mourir à l'hôpital, faute de place. En tout cas, moi, je vous félicite, Madame Bruno, puis vous faites un travail extraordinaire en tant que directrice générale de cette maison. Merci. Vous donnez la chance à ces personnes-là en phase terminale de mourir dans la dignité et surtout vous donnez la chance aux familles de vivre en famille un deuil qui s'en vient. On ne veut pas se cacher des mots, c'est un deuil qui s'en vient. Donc, vous aidez ces personnes-là à mourir dans la dignité et vous aidez aux familles également à se sentir vraiment chez eux, chez vous, ce qui est excessivement important. Alors, longue vie à vous comme directrice générale de cette maison. Continuez votre excellent travail. Merci. Et je félicite également toute l'équipe de cette maison-là de jouer un rôle si bien et aussi important que de soutenir les personnes jusqu'à la fin, jusqu'à leur dernier souffle, autrement dit. Alors, je vous remercie, Madame Bruno. Ce fut très intéressant. Merci. Et longue vie à cette maison aussi, également. Merci bien. Alors, Mesdames et Messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La ville de Lassar serait intéressée à présenter la finale provinciale des Jeux du Québec à l'hiver 2017, soit la même année du 100e anniversaire de cette ville. Alors, pour nous en parler, je reçois le maire de la ville de Lassar, M. Normand Houde. M. Houde, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Houde, est-ce que c'est une coïncidence ou bien si on a voulu demander cette finale-là spécifiquement dans le cadre du 100e anniversaire de la ville de Lassar, qui aura lieu en 2017? Au départ, je voudrais vous corriger parce qu'on n'a pas fait de demande. Ah, OK. Non. OK. On n'a pas fait de demande. Mais c'est dans l'air. C'est qu'on a été invité par M. Daniel Asselin de Sport Québec pour aller voir comment ça se passe au Stade olympique avec l'organisation de Sport Québec pour présenter les Jeux, soit les Jeux d'été ou d'hiver. Et puis, on est justement allé.
il y avait la présidente de la commission des loisirs, il y avait la directrice générale. Oui, il y avait Mme Barrette, M. Houd, Mme Guignard et Mme Poirier. Cécile Poirier. OK. On va en revenir sur ça un peu pour voir c'est quoi exactement que vous avez été faire là, à ce moment-là. Oui. Mais là, on spécifie bien qu'au moment où l'on se parle, on est le 8 mars ce soir, il n'y a pas de demande officielle de la ville de La Sarre pour les Jeux du Québec. Non, absolument pas. OK. On en discute. On va voir c'est quoi. On regarde. On voulait voir l'ampleur. OK. C'est quoi présenter les Jeux du Québec. OK. Et puis, c'est pour cette raison-là qu'on avait un rendez-vous le 15 février. Et puis, à ce moment-là, on n'était pas seul. Il y avait Drummondville. C'est sûr qu'il n'y a pas seulement qu'une ville qui demande. OK. Qui ont fait une demande pour 2015. OK. Et il y avait une autre ville, Laval aussi. Ça fait qu'on a vu comment ça se passait là-bas. Et puis, il nous a expliqué tout le déroulement, à partir des gens qui font leur demande. OK. À partir de là, l'espèce de cahier de charge, si on peut appeler ça de même. Ils nous expliquaient, le comité organisateur. Et ils nous ont demandé aussi, ceux qui veulent les rencontrer individuellement après l'information, qu'on avait juste à aller les voir puis leur demander. Et puis moi, j'ai immédiatement été leur demander puis les rencontrer personnellement. Pour savoir exactement à quoi s'en tenir. Puis on les a rencontrés avec les gens de Rouen aussi, qui ont fait une demande pour 2015. C'était très intéressant. C'est quelque chose Pour 2015? Rouen, oui, ont demandé à avoir les Jeux pour 2015. Et puis, ils sont venus avec nous autres aussi. À ce moment-là, eux autres aussi, il y avait des questions à poser. Puis, pour La Sarre, ce serait une deuxième tentative à ce moment-là? Oui, une tentative en 1995, si je ne me trompe pas. Et puis, à ce moment-là, ça n'a pas fonctionné. Et puis, c'est un peu la raison pourquoi que, on avait été invité, et puis, par M. Asselin. Puis, M. Asselin était là aussi. Et puis, on a trouvé ça intéressant. Là, M. Houd, qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Moi, là, pour le bénéfice des gens, là, j'aimerais ça que vous nous disiez, au moment où l'on se parle, début mars, le dossier est rendu où? Est-ce que le dossier chemine? Quelles sont les chances de La Sarre, non pas d'avoir les Jeux, mais de faire une présentation, de faire une demande officielle? On sait qu'il faut qu'elle soit faite, j'ai ça dans mes notes ici, pour la fin mars 2012. On en est rendu où, là, au moment où l'on se parle? Disons que présentement, pour la fin mars 2012, là, nous autres, c'est clair, ça, on oublie ça, là. Parce qu'on ne s'est pas rencontrés les 4 encore depuis le temps où on a été à Montréal. Parce que ça n'a jamais donné. Il y a des gens qui sont partis en vacances. Même il y en a encore qui sont en vacances. Il y en a d'autres qui repartent. Ça va aller plus tard. Mais maintenant, nous autres, pour 2017, ça nous donne quand même 2 ans. Oui, mais quand il faut que votre demande officielle soit déposée pour que vous ayez la chance d'avoir les Jeux en 2017. Est-ce qu'on parle de fin mars? Non. Non, OK, c'est ça, là. OK. On a 2 ans. Là, OK. Fait que là, ce n'est pas urgent. Non, c'est pas urgent. OK. Et puis, il faut prendre le temps d'analyser toute la situation. Puis, quand tu présentes des Jeux comme ça dans une MRC comme l'Abitibi-Ouest, à ce moment-là, juste la ville de La Sarre présentait ça. Il faut qu'il y ait des municipalités autour, c'est ça. Parce que si on regarde, là, et vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, mais quand on parle de cette finale-là, c'est sur 2 fins de semaine. Ça implique un budget de plus de 5 millions. 5 millions,5. 5 millions,5. 3 000 athlètes, 800 officiels et accompagnateurs. Et là, tenez-vous bien, 4 000 bénévoles. 4 000 bénévoles. On ne peut pas faire ça avec une seule ville. Non. Il faut penser que c'est 3 250 athlètes, plus les accompagnateurs, les officiels. Il y a 600 accompagnateurs.
Puis, les officiels, il y en a au moins 400, 300, 400. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est quelque chose. C'est gros. C'est très gros. Mais, monsieur, moi, j'ai rien contre ça, là. Absolument rien. Puis tant mieux si... on peut presque parler de l'Abitibi-Ouest. Si l'Abitibi-Ouest décroche ces jeux-là, bravo, tant mieux. Mais seulement, justement, c'est pas un peu trop gros pour l'Abitibi-Ouest parce que là, on parle d'hébergement aussi, là. Ouais, hébergement, là. Il y a 2 motels à la Sarre, là. Oui, mais il faut penser que le logement des athlètes, c'est la responsabilité du comité organisateur. Le comité organisateur nous a dit, nous autres, l'accent, là, c'est sur les athlètes, le bien-être des athlètes, les officiels, les accompagnateurs. Mais la balance, les gens qui viennent voir les jeux, c'est pas une préoccupation pour ces gens-là. Il dit, on les laisse libres de se trouver une place pour venir en région. Ça, par exemple, je comprends de M. Hood. C'est évident qu'on a besoin de logement. Mais quand on prend 3000 athlètes, c'est même 3200 athlètes. Si on se réfère au tournoi Bantam, ou encore très souvent, à chaque année, on a de la misère à loger des athlètes parce que l'hébergement devient de plus en plus rare. Là, on en a beaucoup plus à loger au moment où on se parle. Les athlètes sont logés dans les écoles, sont logés dans la majorité dans les écoles. Ils ne sont pas logés dans des motels, non. Ça, c'est la responsabilité du comité organisateur. C'est pour ça que c'est une grosse organisation. Et puis, on a besoin de tout le monde. Qu'on peut dire tout le monde en région. Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut que tous les gens de l'Abitibi-Ouest s'impliquent. C'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire avant de déblayer, avant de faire une application. Puis pour appliquer, c'est évident qu'ils ne nous donnent pas les cahiers de charges tant et aussi longtemps que la Ville n'a pas fait une demande officielle avec un chèque de 3 000 $. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils nous remettent les cahiers de charges. Et puis, ils peuvent... Là, le comité organisateur de Sport Québec, à ce moment-là, ils nous encadrent. Ils nous suivent, eux autres, continuellement. C'est-à-dire qu'ils voient l'évolution du dossier. Et puis, ils nous disent, si vous avez besoin d'aide, on est là tout le temps. Comment le comité organisateur va-t-il faire pour arriver, là, c'est une question comme ça, pour arriver devant Dupuis, Nord-Métal, Macamic, Tachereau, peu importe, tous les villages, les villes de l'Abitibi-Ouest, comment la ville de la Sarre ou le comité organisateur va aller vendre sa salade pour dire, mettons, à Macamic, vous autres, là, pourriez-vous prendre telle affaire, à Dupuis, prendre telle chose? Vous allez arriver comment pour vendre cette idée-là? Au départ, la majorité des villes, eux autres, s'y impliquent, c'est la MRC. Là. Ils impliquent la MRC là-dedans. Et à partir de là, il y a des discussions qui se font et les gens, il faut qu'ils soient favorables. C'est-à-dire que, parce que dans une région comme la nôtre, ça amène des retombées économiques. Ah ben oui, c'est sûr. Parce que les jeux qui se sont faits à Vaudreuil, pas à Vaudreuil, à Blainville, à ce moment-là, les retombées économiques ont été de 6 millions en région. Ça veut dire que c'est pas rien. Maintenant, il y a le gouvernement aussi qui aide en partant, là, qui aide avec des subventions officiel. Tout de suite en partant, ils nous aident monétairement. Et après ça, s'il nous manque des installations aussi, parce que ça demande beaucoup d'installations. C'est sûr, les Jeux d'hiver, il ne faut pas bien c'est énorme. Il y a 23 disciplines l'hiver. L'été, il y en a 17. Mais ça prend des installations pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les installations voulues pour ça. Mais le gouvernement y aide. Si tu veux faire des infrastructures, à ce moment-là, tu es assuré de l'aide du gouvernement de 40 Et l'autre 60 c'est le milieu. Mais tu vas chercher de l'aide de d'autres paliers du gouvernement aussi. Oui, aussi. Monsieur Aude, il reste à peine une minute. Oui. La prochaine étape, c'est quoi, là? Bon, la prochaine étape, si on veut s'asseoir, là, on en a parlé la semaine passée, là, quand on va avoir les 4 personnes qu'on est allés là-bas. Avec, on parle de vous, on parle de Mme Barrette, Mme Guignard et Mme Poirier. On va analyser le pour et le contre de qu'est-ce qu'on a vécu, parce qu'on a pris des notes chacun de notre bord. Et à partir de là,
là, on va voir c'est quoi qu'on prend. On va l'emmener à notre conseil de ville aussi, parce que nous autres, on a un conseil de ville. Ah, c'est sûr. Puis l'emmener à la MRC aussi, sûrement. L'emmener, après ça, l'étape, ça va être la MRC. Et puis on va faire suivre, cheminer le dossier. Mais c'est quand même intéressant parce qu'ils ont un très beau dossier. Et puis quand tu lis ça, tu regardes les possibilités. Oui. C'est tout le temps que nous avions. Exactement. On va sûrement s'en reparler parce qu'on parle de 2017. On va sûrement s'en reparler. Je vous remercie beaucoup, M. Ça fait plaisir, M. Lacasse. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.